Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre magnifique école. On a fait un petit tour juste avant et vous avez beaucoup de chance, c'est très joli et ça a l'air plutôt sympa. Nous, on va vous présenter brièvement ce qu'on peut faire chez Canal+, parce que vous le soupçonnez sans doute pas, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la technique et on va justement vous montrer un petit peu tous les métiers autour de la technologie qu'on peut proposer chez Canal. Et j'ai cru comprendre que certains d'entre vous, à plus ou moins court terme, étaient intéressés par des stages ou ce genre de choses. Donc voilà, ça peut éventuellement vous intéresser. On a quelques slides à vous montrer pour vous expliquer un petit peu Canal, ce qu'on y fait, et puis vous présenter un peu plus dans le détail certains de nos métiers. Mais n'hésitez pas à nous interrompre ou à poser des questions si vous en avez. Le but, c'est que ça soit interactif et pas qu'on vous fasse défiler les slides les uns après les autres. Donc on va faire une petite presse du groupe Canal et des métiers qu'on a à proposer, puis ensuite on va faire un focus sur deux parties de Canal auxquelles Charline et moi appartenons, qui sont la direction innovation et la direction d'expérience digitale. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions en plus, plus sur d'autres métiers ou d'autres périmètres, à les poser au cours de la séance aux personnes des RH de Canal qui sont ici et qui se feront un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je vais laisser la parole à Charline du coup pour embrayer sur la présentation du groupe. Alors, donc le groupe Canal, en fait, c'est plusieurs. Déjà, il est détenu à 100% par Vivendi, et il y a plusieurs activités principales. Donc, la première, qui est l'activité historique, c'est la télévision payante, à travers donc les chaînes Canal+, qui sont des chaînes à contenu de contenu exclusif, et des chaînes thématiques via CanalSat. Ce n'est pas forcément, enfin, pas que une des chaînes qui sont sur le réseau français, puisque on est aussi présent à l'étranger, notamment en Afrique et dans les dom-tom avec la filiale de Canal Overseas. Il y a aussi une filiale en Pologne qui s'appelle NC+, et au Vietnam, K+. Après, la seconde activité, c'est la télévision gratuite, avec différentes chaînes nationales, donc 3, la iTélé pour les infos, D8 et D17. Il y a une partie production, cinéma et séries, donc qui s'occupe donc Studio Canal, de produire des films et des séries, mais aussi de les distribuer et donc de créer en fait la manière dont va être fait la distribution, c'est-à-dire l'encodage selon les distributeurs et tout le packaging qui va avec la gestion de la version sous-titrée, mettre des sous-titres, etc. Et une autre activité qui est plus récente, la VOD illimitée et la VOD à la carte. Donc le groupe Canal, leader sur la télé payante, acteur de référence sur la télé gratuite, le premier studio européen pour la production de films et de séries, comme je viens de le dire. C'est un des plus gros catalogues européens, on a même du monde, on a plus de 5000 films qui sont produits par Studio Canal. Mais Canal+, ce n'est pas que ça, c'est aussi des nouveaux usages liés à la télé, parce qu'au final, la télévision évolue, et c'est plus juste allumer un écran, enfin sa télé, et regarder ses chaînes. Donc il y a tous ces nouveaux usages télévisuels, comme le second écran, donc allier, utiliser ses tablettes, son smartphone ou sa console de jeu pour pouvoir aussi consommer des contenus médias. Bon, là, c'est quelques chiffres clés, histoire de vous donner un peu plus de précision. 480 films sur les chaînes Canal, 11,4 millions d'abonnements. Donc, c'est un gros groupe. 25 millions de vidéos vues par mois sur canalplus.fr. Donc, c'est pour vous dire un peu l'ampleur que peut avoir la diffusion des médias et donc tout ce qui va suivre derrière. Merci. Donc, très brièvement, comme l'a dit Charline, il y a beaucoup d'activités qui tournent autour des contenus, des médias, pas uniquement la télé comme on pourrait le penser de prime abord. Et si on se concentre plus particulièrement sur les activités de télé payante et gratuite en France, Canal est découpé en 3 gros pôles, on va dire. Donc il y a un gros pôle qui est le pôle édition qui s'occupe de créer les contenus, grosso modo. Donc on va retrouver dans ce pôle-là tous les gens qui achètent des contenus pour les diffuser à l'antenne, les gens qui s'occupent de les produire, les gens qui s'occupent de réfléchir à la ligne éditoriale des chaînes, à définir la stratégie des chaînes. Donc c'est des métiers en lien avec l'édition.
Il y a un gros pôle qui est son pendant et qui sert qui a vocation à assurer la distribution de tous ces contenus une fois qu'ils ont été créés. Donc définir le marketing associé aux contenus et aux chaînes, définir les offres, faire de la communication, de la pub, s'occuper des abonnés, etc. Donc c'est des métiers essentiellement autour du marketing. Et pour faire fonctionner ces deux gros pôles, on a une troisième grosse entité qui vous intéresse et qui nous intéresse plus pour le coup, parce qu'on fait partie de cette entité, qui est le pôle techno et système d'information. Donc, comme vous l'imaginez, dans les deux pôles, les deux gros pôles à la fois pour construire des programmes et pour les distribuer, les diffuser et les proposer à nos abonnés, ça nécessite énormément de compétences, énormément de métiers divers autour des technologies, et c'est pour ça que Canal s'appuie sur ce gros pôle pour à la fois construire et diffuser ces offres de télévision. Donc très brièvement à nouveau pour vous donner une petite idée des différents métiers qu'on va trouver autour des technologies chez Canal, on va au sein de la direction technique, on a une sorte de miroir de l'organisation un peu plus haut niveau, avec des métiers qui vont être plus en support des gens qui construisent les programmes. Donc tous les métiers liés à l'audiovisuel qui sont assez parlants, tout ce qui est caméraman, les gens qui travaillent sur les plateaux, les gens qui s'occupent des projets autour du renouvellement du matériel de captation, etc. Il y a toute une partie de cette direction technique aussi qui s'occupe de venir en support à la distribution des programmes, donc construire les décodeurs, s'occuper du contrôle d'accès, parce que une grosse partie de notre business chez Canal, c'est quand même la télévision payante, donc il faut s'assurer que les contenus soient contrôlés et que leur diffusion soit contrôlée. Vous imaginez aussi qu'avec tous les services non linéaires de type vidéo à la demande, de télévision de rattrapage, ça nécessite énormément de moyens en termes de serveurs pour mettre à disposition les contenus, pour développer des portails. Donc c'est aussi une des activités du pôle de la direction technique qui s'occupe qui vient en support de la distribution. On a toute une entité aussi qui s'occupe de faire en sorte d'exploiter les réseaux, parce que Canal, on est présent sur le satellite, sur la TNT, sur la DSL, sur l'internet ouvert, sur l'OTT, on en parlera un petit peu après. Et donc ça nécessite énormément de compétences et de personnel pour pouvoir gérer ces différents réseaux et faire en sorte que les abonnés reçoivent bien leur contenu, quel que soit leur moyen de réception. Et on a deux autres entités dont on va vous parler un peu plus en détail juste après, qui sont les entités auxquelles nous appartenons, Charline et moi, qui sont la direction innovation et la direction de l'expérience digitale. Donc très rapidement, on va revenir sur ces deux directions juste après et vous expliquer un petit peu mieux comment on prépare justement les nouveautés techniques et les nouveaux usages pour nos abonnés de demain. Et on va rentrer dans ce détail par le biais donc de la direction innovation et de la direction de l'expérience digitale. Et juste avant de rentrer dans le détail, on va vous montrer une petite vidéo. Alors je sais pas si tu peux à droite encore, qui dure quelques secondes, mais c'est juste pour vous faire un petit flashback 50 ans en arrière. Alors je pense que la plupart d'entre nous dans la salle n'étions pas nés. Je regarde par là-bas. Je laisse la vidéo puis on en parlera juste après. Et voilà ce qu'on attendait tant, la deuxième chaîne, c'est-à-dire le choix. Eh bien, au point de vue, moi je me place au point de vue pratique, au point de vue de la consommatrice. Je dis qu'à certains jours, il m'est arrivé de faire du slalom entre les deux chaînes pour arriver à comprendre un peu ce qui se passait sur les deux, parce que j'étais très intéressée par les deux sujets que ça comportait. En somme, ce qui gêne Madame Bourson, c'est bien d'avoir à choisir. Oui. Voilà. C'est bien pourquoi je disais que nous sommes dans la position la plus inconfortable lorsqu'il y a deux programmes, car il y a deux programmes, alors que, profondément, on n'en voudrait qu'un seul. Et lorsqu'il y en aura trois, comment ferez-vous, madame ? Donc voilà, c'était Madame Bourson, en 1964, je crois, donc il y a à peu près 50 ans, c'est ça, au moment de l'arrivée de la deuxième chaîne de télévision en France, qui était extrêmement décontenancée parce que certains soirs, elle avait du mal à choisir le programme qu'elle avait envie de regarder. C'était il y a que 50 ans, donc effectivement c'était il y a longtemps, mais c'est quelque part juste hier. Et quand on voit tout ce qui a été créé et tous les nouveaux usages qui se sont développés depuis, ça peut faire sourire. Mais la vidéo, elle apporte deux choses assez intéressantes.
Donc la première, effectivement, c'est de voir le décalage et la vitesse à laquelle on a pu voir émerger de nouvelles façons de consommer les contenus télé et de nouvelles façons de s'approprier ces nouvelles technos. Et la seconde qui est assez intéressante, c'est que Madame Bourson, elle avait rien demandé à personne et elle a vu arriver une seconde chaîne. Tout le monde pensait que la seconde chaîne c'était génial parce que ça allait lui offrir du choix. Et mine de rien, ça l'a un peu décontenancée parce que elle s'est retrouvée dans une situation où elle devait slalomer entre ces deux chaînes. Et donc ça résume un peu toute la problématique en matière d'innovation et de construction de nouveaux services pour la télé. C'est que techniquement, on peut faire énormément de choses. On a maintenant une très grande gamme de logiciels, de techniques, de technos qui nous permettent de faire un peu ce qu'on veut. Mais il faut réussir à faire la synthèse pour en garder le meilleur, pour que ça devienne de vrais produits qui soient vraiment utilisables et qui apportent une valeur ajoutée à nos abonnés. Et surtout réussir à les accompagner pour qu'ils puissent profiter au mieux de ces nouveaux produits et pas qu'ils se retrouvent frustrés comme Madame Bourson avec ses deux chaînes le soir à 20h30 devant sa télé. Donc juste un petit récap là, donc de ce qui s'est passé en gros dans le milieu de la télé depuis les années de Madame Bourson. Et juste pour aussi illustrer que tout au long de cette évolution, le groupe Canal a été pionnier sur les différentes technos qui ont émergé au fur et à mesure du temps. Donc dans les années 60 puis 70, il y a eu effectivement une deuxième chaîne, puis l'arrivée de la couleur. Ensuite, dans les années 80, on a eu le lancement de 6 chaînes hertziennes et le lancement de Canal+ en 84. Dans les années 90, CanalSat a été pionnier aussi sur la télévision par satellite, ce qui était à l'époque, aujourd'hui ça paraît anodin de transmettre des informations par satellite, mais à l'époque, faire de la télé par satellite, c'était pas gagné. Et CanalSat a été pionnier sur ce sujet-là. Dans les années 2000, il y a eu l'explosion des téléviseurs HD avec une qualité d'image bien meilleure et c'est accompagné de cela l'arrivée de la TNT. Et grâce à des trublions comme Free, que vous connaissez bien, il y a eu la libéralisation de l'Internet et forcément ça s'est accompagné d'offres triple play et de l'explosion des usages de télévision de rattrapage. Et donc on en est un peu là aujourd'hui, en 2010, on a énormément de technos qui s'offrent à nous, il y a beaucoup plus de facilité qu'avant pour de nouveaux acteurs de faire de la télévision et d'apporter des contenus à l'abonné, aux consommateurs, que ce soit par internet, par le mobile, dans tous les lieux, n'importe où, n'importe quand. Et ça crée un nouveau contexte un peu particulier pour Canal, qui jusqu'à présent était relativement seul dans son marché, mais aujourd'hui voilà, on a des nouveaux acteurs qui émergent grâce à toutes ces nouvelles technos. Donc je pense que vous avez dû entendre parler sans doute de l'arrivée de Netflix en septembre en France, qui proposera un abonnement de vidéo à la demande pour une poignée d'euros par mois. Donc c'est une concurrence directe pour Canal, donc forcément ça laisse à réfléchir. Et il y a d'autres acteurs aussi qui lorgnent du côté de la télé, comme YouTube, Apple, ou d'autres acteurs comme Being Sport par exemple, qui mangent un peu sur les plateformes historiques de Canal. Donc là il y a un contexte assez particulier avec ces nouveaux acteurs. Comme on l'a dit aussi, la télé, comme le disait Charline, la télé c'est plus juste je m'assois dans mon canapé, j'appuie sur le bouton et je regarde. Il y a beaucoup de nouveaux usages qui se développent et maintenant la télé c'est en mobilité, c'est avec les réseaux sociaux, c'est sur ma tablette, c'est par internet et non plus sur un écran de télévision. Donc tous ces usages-là, il faut les intégrer et ça donne du grain à moudre pour les gens comme nous chez Canal qui devons réfléchir au service de demain. Et aussi au niveau des comportements d'achat des gens, il y a beaucoup de choses qui émergent. Les gens sont beaucoup moins engagés. Il y a plus vraiment cette notion d'engagement avec les marques. On le voit dans la banque, on le voit dans la téléphonie mobile. Les gens cherchent du sens d'engagement. Ils sont beaucoup plus portés sur des relations clients qui sont numérisées. Ils n'ont plus vraiment besoin d'avoir des gens en face d'eux et ils passent beaucoup plus par Internet et ils attendent aussi beaucoup plus de services pour un coût toujours plus faible. Donc tous ces éléments de contexte font que nécessairement un groupe comme Canal+ doit en permanence être à la pointe de la technologie pour pouvoir proposer des services les plus adaptés possibles aux attentes de ses abonnés. Et donc ma transition est toute faite avec la direction que je représente, qui est la direction innovation, qui a pour vocation justement de réfléchir aux services qu'on va proposer demain à nos abonnés. Donc l'idée c'est assez simple en fait, on fonctionne en 3 étapes. On essaie de réfléchir
en se nourrissant de rencontres, de ce qui peut se faire sur la concurrence, de ce qui peut se faire dans les autres pays. On essaie de voir quelles sont les idées qui émergent, quelles sont les technos qui émergent, pour essayer d'intégrer ces technos-là au sein de l'écosystème de services Canal, au sein des contenus, au sein de la façon de les distribuer. Et plutôt que de faire des PowerPoint pour essayer d'aller montrer à notre direction ce qu'il faudrait faire comme service pour plaire à nos abonnés, dans la direction innovation, on fait du prototypage. Donc on met les mains dans le cambouis, on fait des petits protos, on bidouille, on fait des sites web, on fait des applis mobiles, on fait des applis sur des devices embarqués. Enfin, on essaie de faire concrètement, de réaliser concrètement des services autour des contenus télé, autour de la diffusion des chaînes, autour de la diffusion, enfin des catalogues de vidéos à la demande et de télévision de rattrapage, pour justement essayer de se faire une idée précise de ce que pourrait être demain l'expérience TV pour un abonné, et surtout de pouvoir montrer concrètement les choses pour que derrière on puisse aller évangéliser en interne et montrer ô combien les services qu'on a imaginés peuvent être intéressants pour les abonnés demain. Donc, voilà, j'avais un slide un peu avec un peu plein de logos qui claquent pour résumer tout ça. Mais grosso modo, voilà, la phase de conception à l'équipe innovation, ça consiste à aller voir des startups, aller dans les salons, à participer à des événements où est-ce qu'on peut confronter nos idées avec d'autres gens du métier ou d'autres personnes qui apportent des nouveautés sur le point de vue technologique. À ce titre, d'ailleurs, Canal a créé tout récemment une entité qui s'appelle Canal Start, qui a vocation à financer des startups qui proposent des services en lien avec la télévision. Donc ça peut être aussi un bon levier pour ceux qui ont des idées autour de la consommation de la télévision et qui veulent profiter de la visibilité de Canal et de la force de frappe de Canal pour mettre en lumière leurs idées. Donc ça, c'est pour la phase un peu de conception, où est-ce qu'on essaie de brasser nos idées et de réfléchir à des nouveaux services. Ensuite, la phase de prototypage, où là, on rentre beaucoup plus dans le concret. Donc on est on fait des petits protos, donc on met vraiment les mains dans le cambouis, on développe alors du front, du back, ça dépend des services. On va faire des web apps, on va faire des applis Android, des applis iOS. On va faire des back-office pour cruncher les données, programmes, pour essayer de trouver de la valeur ajoutée dans toutes les informations et dans toutes les données que Canal peut brasser. Et enfin, la troisième étape, l'évangélisation, on essaye de démontrer l'intérêt des prototypes qu'on a développés par le biais de démos internes, par le biais de bêta-tests qu'on peut effectuer auprès des collaborateurs et éventuellement des abonnés. Et l'idée, c'est d'avoir un cercle vertueux où justement l'évangélisation amène la discussion qui à nouveau fait émerger une nouvelle idée, qu'on prototype, etc. Jusqu'à arriver à maturation sur les produits. Et une fois que l'idée, le concept est arrêté, on transmet ces idées de nouvelles façons de consommer les programmes, de nouveaux services qui peuvent être des services sur mobile, sur téléconnecté, sur console, sur tout type de vecteurs. On n'a pas de limite là, sur les supports sur lesquels on travaille. Et une fois qu'on a arrêté une idée, on transmet ça donc à la direction de l'expérience digitale qui a pour objectif de mettre en musique et de transformer le proto en produit qui soit utilisable pour nos abonnés ensuite. Et donc je vais laisser la parole à Charline pour vous décrire tout ça. Donc, belle introduction d'Antoine sur la direction de l'expérience digitale, la DED. En fait, l'idée de cette direction, c'est d'accompagner plusieurs entités différentes du groupe pour créer des nouveaux services, des nouveaux produits, qui soient disponibles à la fois pour les abonnés et pour les non-abonnés, mais des personnes qui utilisent Canal+ d'une autre façon, comme aller sur les sites internet de la marque. Donc de les accompagner dans cette démarche de création de nouveaux services, et ce sur n'importe quel device. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, la direction de l'expérience digitale, on est un peu au carrefour entre différentes équipes qui n'ont pas forcément de lien direct avec la technique, comme je pense à l'édition, parce que réfléchir à une autre manière de consommer la télévision, c'est aussi penser à comment la télévision est créée finalement, et donc d'arriver au démarrage de la prise de captation des images, donc aller vraiment là où on va prendre les images, donc directement au niveau des caméras. Parce qu'avec les caméras, on peut faire plusieurs choses, et ces choses-là vont découler forcément après de cette utilisation qu'on va faire de la télé via, je pense notamment à l'appli Canal Football App, dont je vais vous parler juste après. On est aussi en lien avec les services clients, forcément, puisque il faut les accompagner, eux, dans l'explication de ces nouveaux usages, pour que eux, ils puissent accompagner tous les abonnés dans cette bonne gestion des nouveaux contenus qui évoluent sans arrêt.
Mais c'est aussi eux qui nous renvoient le retour direct finalement de ce que pensent les abonnés de ces nouveaux produits. Et donc c'est comme ça qu'on construit petit à petit la vie d'un produit une fois qu'il est sorti. Le marketing et la distribution, parce que il y a plusieurs lignes de produits dans Canal+. Chaque ligne de produit est dédiée à une marque, en quelque sorte une sous-marque de Canal. Par exemple, la ligne de produit Canal Play, la ligne de produit Canal Sat. Et donc chaque ligne de produit va avoir des besoins particuliers. Et donc l'idée là, c'est de les suivre eux aussi dans la création de nouvelles offres, la création d'une nouvelle application sur un smartphone, etc. Et donc la direction commerciale aussi de manière transverse. Donc nos métiers, en fait à la DED, on peut diviser ça comme 4 entités distinctes, mais qui travaillent ensemble parce qu'on est tous dans un même bureau. Et il n'y a pas de frontières véritablement parce qu'en fait on a besoin de chacune de ces personnes pour arriver à mener à bien un projet. Et donc le premier pôle qui est en bleu là, c'est tout ce qui concerne la partie graphique, design, interaction. Cette partie-là, elle intervient en fait en début de projet, une fois que le besoin a été exprimé ou que on a récupéré une idée d'un nouveau projet à mettre en place. Et donc il y a cette phase de conception où on essaie de recréer l'univers graphique de Canal+, et de concevoir toutes les interfaces avec l'interaction, comment quand je vais appuyer sur ma touche flèche haut, qu'est-ce que ça va faire, etc. Ensuite, il y a un pôle plus lié au pilotage en fait des projets audiovisuels. Donc là, ce pôle-là, il est en charge de coordonner un peu les différentes équipes et d'être en relation avec les métiers, donc les lignes de produits, l'édition, tous les autres pôles que je vous ai montrés juste avant. Et donc dans ce pilotage de projet, en fait, on s'occupe de faire des spécifications fonctionnelles et techniques. En fait, comprendre le besoin, essayer de l'exprimer pour les graphistes, essayer de l'exprimer pour les équipes de développement, et faire que tout le monde se comprenne et arrive à produire et à répondre aux besoins qui a été exprimé. Ensuite, il y a un pôle plus architecture technique et développement. Donc là, c'est la deuxième phase. En fait, une fois que la conception a été décidée, donc on décide, on rentre en phase de développement et en phase d'architecture technique, c'est comment finalement la petite appli là qu'on voit sur son téléphone, qu'est-ce qui se passe derrière dans l'univers de Canal, et donc comment toutes les briques techniques interagissent les unes entre elles pour arriver à ce que l'abonné qui va se connecter va pouvoir consommer son contenu. Et une dernière étape qui est la mise en service, donc le déploiement. Donc ça, c'est une équipe dédiée qui s'assure que le déploiement se déroule bien au niveau de toutes les, que ce soit le déploiement web ou autre, qui supervise le lancement et aussi s'assurer que le produit continue à vivre et sans problème, quoi. Donc ça, c'est un peu nos différents métiers. Et vous voyez du coup un peu le fil conducteur en fait d'un projet quand il sort d'une envie métier jusqu'à sa livraison. Donc là, je vais juste vous présenter en gros nos types de projets qu'on peut avoir sur tous les devices, que ce soit la TV, le web, les smartphones, les tablettes ou les consoles. Donc sur la télé, ça va être de créer des nouvelles interfaces de navigation. Donc je pense notamment à l'interface avec les décodeurs nouvelle génération qu'on a, le décodeur Canal+. Ça va être de gérer aussi les différents parcours de souscription qui soient le plus simple possible pour que l'abonné puisse souscrire facilement et sans problème. Après, il y a toutes les interfaces web, que ce soit les sites de la marque, donc Canal+, CanalSat, Canal Play, tous les sites relationnels avec l'espace client, le site qui récapitule toutes les offres Canal, et plus les sites institutionnels, on va dire, de présentation du groupe et le site RH. Ensuite, donc il y a les projets sur tablette et mobile. Ça c'est pareil, c'est reproduire, faire des sites responsives sur tablette et mobile. Donc soit on récupère les sites qui sont déjà faits, ou alors on en crée des nouveaux. Créer des nouvelles applications dédiées aux tablettes et aux smartphones. Il y a aussi toute la partie console. Là pareil, c'est des interfaces qui sont dédiées aux consoles de jeu, donc avec une dimension supplémentaire qui est qu'on peut utiliser une manette de jeu et donc avoir une autre manière de consommer que juste soit avec
son touch sur l'iPad et la tablette ou la télécommande de la télé. Et puis des nouveautés comme l'Apple TV et Chromecast qui permettent donc de diffuser son contenu de la tablette sur la télé. Alors, je vais vous présenter juste 3 projets un peu plus dans le détail, récents, qui illustrent assez bien finalement cette idée de nouvel usage qui n'est plus juste on regarde sa télé et, comme on l'a dit plusieurs fois, on allume sa télé et on zappe entre les chaînes. Donc on a MyCanal qui est sorti en décembre 2013, donc assez récent, qui est une application, une expérience tout écran, puisque justement on peut la retrouver sur tous les écrans, que ce soit les tablettes, les smartphones, le PC. Et l'idée c'était de faire une interface qui soit que l'utilisateur, à chaque fois qu'il va sur un nouveau device, il a cette même interface et il n'est pas perdu, quoi. Donc cette interface-là, elle permet à tous les abonnés, Canal+ et CanalSat, de retrouver, de voir et de revoir les contenus auxquels ils sont abonnés, mais aussi aux personnes qui ne sont pas abonnées à Canal+ et CanalSat de pouvoir accéder à des contenus auxquels ils ont pu avoir accès sur la télé, des contenus clairs. Donc c'est typiquement pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation, parce que maintenant on est on a quand on est dans les transports, on regarde son téléphone et on peut se dire tiens, pourquoi je démarrerais pas mon programme ou mon match de foot avant d'arriver chez moi, quoi. Donc MyCanal forcément est compatible avec les différents OS. Il y a la fonctionnalité de la Live TV qui permet donc de regarder directement en live les contenus qui sont diffusés. La fonctionnalité Start Over, ça c'est pour pouvoir prendre le contrôle du direct, donc se dire que on a loupé le début du film et on peut le retourner en arrière, jusqu'à 8 heures en arrière pour certains contenus. Il y a la vidéo à la demande, donc 300 programmes à regarder quand on veut, n'importe où. Le guide TV personnalisé, là ça peut peut-être être une solution pour madame, je sais plus comment, là, mon sang, parce qu'on essaie de lui recommander des contenus qui lui correspondent plus pour éviter d'avoir des millions de chaînes à choisir. Donc avec le moteur de recommandation qui s'appelle Eureka. Et la fonctionnalité Download to Go, ça c'est pour pouvoir télécharger sur son ordinateur des films par exemple, et puis après de pouvoir les visionner dans le train quand on est en voyage ou sans connexion, quoi. Un autre projet assez rigolo, c'est la Canal Football App. Donc ça c'est l'expérience dite de second écran, parce que c'est pas du tout sur la télé. Et en fait, l'idée, c'est justement, on regarde son match de foot et on peut faire autre chose en même temps qui est lié à ce contenu qu'on visionne. Et donc, c'est toute l'expérience liée à associée au match, donc qui est disponible sur tablette et smartphone. Et il y a plein de fonctionnalités assez rigolotes. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette appli, mais donc on peut retrouver tous les classements des joueurs. Donc avec la compétition, on peut faire des pronostics, on peut noter les joueurs ou le match pendant le match, faire des tweets avec ses amis et une fonctionnalité particulièrement originale qui est le multicam. En fait, l'idée c'est que pendant le match, on filme plusieurs captures il y a plusieurs actions et donc avec sa tablette, on peut se dire tiens, j'ai envie de revoir, je sais pas moi, le but de cours, là, ou je suis super fan de foot, vous le voyez, ou revoir le carton jaune, etc. Et après, donc non seulement on peut revoir l'action, mais en plus on peut choisir de visionner, de choisir la caméra et l'angle de vue. Et ça, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure avec cette interaction qu'on a directement avec l'édition, c'est-à-dire là on est directement en lien avec la prise de vue du match de foot et donc le contrôle en fait des caméras. Et une dernière petit projet, un gros projet finalement, Canal Play, donc l'offre de VOD illimitée et aussi à la carte. Il y a les deux, il y a Canal Play et Canal Play VOD. Donc Canal Play, c'est le Netflix de Canal, qui est là depuis quelques années déjà. Donc plus de 1700 films, 2500 épisodes pour les enfants, plus de 4400 épisodes de séries télé, qui changent régulièrement tous les mois. Donc on peut, pareil, la voir sur tous les écrans.
Il y a des applis sur smartphone, il y a l'interface sur iPad, enfin tablette, et sur PC, et aussi via la télé, que ce soit dans toutes les box FAI en fait. Il y a aussi une suggestion personnalisée, donc en fonction de, je sais pas si vous êtes un accro de Jack Bauer, on va plutôt vous pousser des séries en lien avec Jack que je sais pas, Nemo, voilà. Faut parler de quelque chose de bien différent. Il y a un espace kids aussi qui est totalement sécurisé. Ça permet du coup aux parents. On sait que maintenant les enfants utilisent de plus en plus les tablettes et les smartphones de leurs parents. Et donc l'idée c'est que on leur donne, mais on verrouille tous les autres accès et en fait on leur donne accès qu'au contenu enfant. Et ils peuvent naviguer. Donc la navigation est aussi vachement simplifiée pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup là on est amené à réfléchir à comment faire une application qui soit dédiée qu'aux enfants, et donc à réfléchir à la manière de naviguer propre, plus pour adapter à un enfant qu'à un adulte. Et donc, là, c'est pour rappeler un peu les fonctionnalités de Canal Play, donc toutes les séries que j'ai dit, les suggestions personnalisées, plein de programmes enfants, et voilà, la VOD en illimité partout sur tous les devices. Merci. Merci beaucoup de votre attention. Pardon. Voilà, c'était un petit peu plus long que ce qu'on prévoyait. Du coup, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que j'imagine que tout n'est pas forcément très clair. Mais le message principal qu'on voulait vous faire passer, c'est que la partie que vous voyez de Canal+ et l'image que vous en avez, j'imagine, aujourd'hui, n'est pas forcément celle qu'on vous présente par le biais de toutes les technologies qu'il y a derrière. Et le message principal, c'est que pour construire toutes ces offres, construire tous ces services, faire vivre ces services et réussir à contenter les abonnés et en recruter de nouveaux, parce que c'est le but ultime, il faut s'appuyer sur énormément de compétences, de techno, toujours se renouveler, toujours être challenger un petit peu ce qu'on fait et essayer d'apporter du neuf dans les pratiques. Donc ça nécessite à tous les points de vue, que ce soit au niveau ce qu'on appelle les fronts, des applications qui permettent de consommer, mais aussi de tout ce qu'on ne voit pas, les serveurs qui permettent de stocker les vidéos, de les encoder, de les diffuser, de gérer de bout en bout le flux vidéo, de l'envoyer sur les box des abonnés via le satellite ou via la TNT. Enfin, tous les métiers qui tournent autour de la technique sont extrêmement nombreux et on recherche beaucoup de gens pour pouvoir apporter leurs idées et leurs compétences dans ces métiers-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser, profitez du fait qu'on soit là pour nous les poser, même les plus saugrenus si vous en avez, et on se fera un plaisir d'y répondre. Bonsoir, déjà merci d'être venu. Vous avez rapidement parlé de l'on the top. Je voulais savoir si vous pouvez nous en parler un peu plus ou pas, s'il vous plaît. Alors ouais, c'est justement le sujet qui nous occupe énormément en ce moment. Merci d'avoir posé la question. Effectivement, c'est un contexte complètement nouveau pour nous, enfin nouveau, ça émerge depuis quelques années, mais contrairement à auparavant où la barrière d'entrée pour pouvoir faire de la télé ou proposer des services de télévision était assez chère, c'est-à-dire que si un nouvel acteur voulait proposer un service de télé, il lui fallait acheter de la bande passante sur le satellite ou payer très cher le CSA ou l'autorité de régulation des télécoms pour acheter des fréquences TNT. Donc ça limitait énormément l'arrivée de nouveaux acteurs. Et maintenant, effectivement, avec la facilité qu'on a avec Internet de pouvoir diffuser de l'information et notamment de la vidéo, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de nouveaux acteurs qui viennent marcher un peu sur les plates-bandes de Canal, et ça nécessite de réfléchir énormément à la façon dont on pourrait proposer des nouveaux services pour venir concurrencer des Netflix, pour venir concurrencer des Popcorn. Je ne sais pas si vous utilisez Popcorn. Voilà, j'imagine que certains d'entre vous l'utilisent. Mais voilà, c'est des vrais concurrents pour nous. Et de plus en plus, là où, par exemple, si je prends le cas de Popcorn, là où auparavant c'était plutôt réservé à des initiés, où c'était pas forcément simple de télécharger illégalement ces contenus parce qu'il fallait attendre, il fallait trouver le bon torrent, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec des produits clés en main comme Popcorn, c'est une vraie concurrence nouvelle, et forcément il faut que Canal se différencie pour pouvoir apporter une expérience qui soit au moins aussi bonne,
pour capter des abonnés et éviter de les voir partir vers ce genre de service. Donc en ce moment, on travaille énormément justement à la définition de nouvelles offres aussi, parce que pour la plupart des gens qui utilisent Popcorn ou Netflix, le modèle d'abonnement payant au mois avec engagement, avec un décodeur qui se branche à une télé, qui prend de la place dans le salon, c'est pas forcément ce qui correspond aux attentes des abonnés les plus jeunes. Et donc on travaille effectivement à réfléchir à de nouvelles offres, plus sans engagement, moins cher, plus orienté OTT, donc avec un bundle appli smartphone, tablette, site web pour consommer les programmes, plus délinéarisé, avec moins de chaînes peut-être, mais plus de contenu disponible à la carte, avec plus de récence, plus de fraîcheur par rapport à la production des contenus. Je pense que la plupart des gens qui téléchargent aussi le font parce qu'ils ont envie d'avoir le dernier épisode de leur série le jour de la sortie aux US et pas attendre 3 mois qu'elle soit traduite et diffusée sur les réseaux officiels. Donc tout ça, c'est des contraintes qui nous viennent à cause ou grâce à l'OTT et notamment à cette concurrence nouvelle. Et donc on n'en a pas parlé parce que c'est des tractations et des mécaniques un peu internes à Canal, mais effectivement on est en train de se mettre en place chez Canal des équipes et des structures pour répondre à ces nouveaux usages et à ces nouvelles façons de consommer la télé. Et ça fait partie, je dirais même que c'est la majorité c'est le sujet principal sur lequel on travaille aujourd'hui. Merci de me poser la question. Oui, si effectivement, on a fait une acquisition récente. Alors, on a beaucoup parlé de la partie distribution pour proposer des services et proposer les contenus, mais on pourrait faire la même présentation sur tout ce qui est création des contenus. Et là où avant, créer des contenus était réservé à des studios et des structures assez établies. Aujourd'hui, on l'a vu, avec tous les stars du web qui ont émergé sur YouTube ou Dailymotion ou les autres sites de vidéos, le contenu ne vient plus forcément uniquement des grosses majors ou des gros groupes. Et Canal a récemment fait l'acquisition de Studio Bagel, que vous connaissez peut-être, qui crée des pastilles sur Internet. Et donc c'est aussi vers là qu'on tend pour justement apporter le meilleur des contenus, ou en tout cas ceux qui sont les plus demandés aujourd'hui, et les apporter avec la meilleure flexibilité et le plus de facilité possible à l'abonné pour éviter qu'il se détourne de nos offres et qu'il aille consommer sur des réseaux officieux. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, c'était plus par rapport à une question technique, on va dire. Est-ce que le contenu que vous créez, c'est-à-dire les sites web, les applications, etc., elles sont faites uniquement par le pôle technique de Canal+, ou est-ce que vous avez faites sous-traiter certaines choses? C'est une très bonne question aussi. Il y a les deux. Alors en fait, historiquement, il y a quelques années, la plupart des développements étaient faits à l'externe. C'est-à-dire qu'en gros, quand on voulait faire une nouvelle application mobile, un nouveau site web ou un nouveau service sur les téléconnectés, par exemple, on faisait appel à des prestataires externes dont c'était le métier, des web agencies, des studios de développement, qui nous réalisaient le produit qu'on avait demandé. Évidemment avec un coût à la clé. Et on s'est rendu compte de plus en plus que sur la plupart de ces produits, on demandait on était très friand côté Canal de beaucoup d'évolutivité, parce que le bouton qu'on avait demandé en haut à gauche, finalement on le voulait en haut à droite, et puis 2 jours plus tard on le voulait rose alors que finalement on l'avait demandé gris. Et toutes ces évolutions et ce cycle de fonctionnement avec un prestataire externe nous coûtait de plus en plus cher, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on reprenne la main sur cette valeur, sur le développement, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on est là devant vous. C'est sans doute quelque chose qu'on n'aurait pas fait il y a 5 ans, et on recherche de plus en plus de personnes avec une expertise technique qui sont capables de créer from scratch, de développer, de produire des applications, de produire des sites, d'administrer des serveurs, de faire des choses concrètes, parce qu'on garde la main, on souhaite garder la main sur un certain nombre de nos services qui constituent le cœur de notre métier, et c'est par là qu'on va se différencier. Et donc il faut absolument qu'on soit réactif et qu'on soit capable d'apporter de la nouveauté et de surprendre l'abonné et de se différencier de la concurrence. Donc oui,
on fait de plus en plus appel en interne à du développement, ce qu'on faisait pas auparavant. Et pour citer des exemples, moi je travaille dans l'équipe innovation, j'ai travaillé plus précisément et j'ai eu une sorte de détachement, on va dire, sur un projet particulier, donc la conception du nouveau décodeur de Canal. Et là, pour le coup, on a quasiment tout fait nous-mêmes de A à Z, donc l'architecture logicielle du décodeur embarqué, donc définir la solution technique, les modules qu'on intègre dedans, enfin des détails comme la version du kernel qu'on choisit, refaire nous-mêmes les compilations pour voir si tout fonctionne bien. Et on a choisi d'architecturer notre décodeur autour du web, donc toutes les interfaces qu'on voit à l'écran sur ce nouveau décodeur, c'est une grosse web app faite en HTML, CSS et en JS. Et donc ce développement-là de la web app, en l'occurrence, il a été fait par des collègues à moi qui sont juste à côté de mon bureau, quoi. Donc c'est vraiment nous qui développons de plus en plus. Et c'est vrai c'est de plus en plus vrai aussi pour les applis mobiles, pour les portails, le portail dont vous parlait Charline tout à l'heure de Canal Play, c'est développé aussi dans les équipes auxquelles Charline appartient. Donc oui, on va vers de plus en plus on essaye d'attirer ces profils parce qu'on sait que c'est par là et que c'est uniquement par là qu'on va être capable d'être plus réactif et d'apporter un meilleur service. D'où notre présence ici. Merci. Il y a plein de micros. Au niveau du développement, combien de personnes employez-vous ? Au niveau du développement, alors c'est une bonne question, je ne saurais pas répondre exactement, mais ça dépend après la frontière est un peu floue aussi sur ce qu'on appelle une personne qui développe vraiment, parce que bon, il y en a qui font un peu de développement, un peu d'architecture, un peu de gestion de projet, donc c'est difficile de vraiment catégoriser et ça dépend des projets. Et je pourrais pas donner de chiffres précis, je sais pas. Une cinquantaine, on va dire, oui, une équipe. Parce que là, on vous a parlé d'une partie de ce qui est fait chez Canal, parce que nous, on travaille dans des métiers plus liés à la distribution, mais on aurait pu vous faire la même présentation sur les métiers techniques en lien avec la construction des programmes et la captation et tous les métiers qui tournent autour de la création des contenus. Par exemple, il y a quelques semaines, on participait à un forum avec des étudiants comme vous, enfin un forum plus axé sur le recrutement de stagiaires, et un des stages qui a été proposé aux étudiants qui étaient venus, c'était de réfléchir à un nouveau système pour automatiser la diffusion des SMS qui passent sur les clips sur D17. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé D17. En gros, quand je regarde la télé, c'est plus orienté pour les adolescents, mais ils peuvent envoyer un numéro court, un SMS qui coulole, j'adore les chatons, et ça va être affiché sur la télé en bandeau. Et jusqu'à présent, ce mécanisme-là était assez archaïque, parce qu'il y avait une personne qui recevait les SMS, qui les tapait et ça vous paraît désuet, mais c'est toujours le cas plus ou moins. Et donc voilà, l'avantage c'est que comme les fautes d'orthographe étaient pas relevées. Mais du coup voilà, c'est le genre de projet par exemple pour lesquels on a besoin de gens qui vont réfléchir un peu à comment je vais pouvoir automatiser de ma réception du SMS, faire en sorte que mon message soit cyclé, interfacer ça avec le logiciel qui fait l'habillage graphique de la chaîne, insérer le SMS. Enfin, c'est des exemples de développement qui peuvent être faits non pas sur des parties de front d'applicatifs où est-ce qu'on peut consommer des programmes, mais plus en lien avec la fabrication du flux. Donc là, c'est brûlé dans l'image qui est diffusée ensuite sur les ondes. Donc effectivement, de dénombrer exactement le nombre de gens qui développent et qui écrivent des lignes de code, c'est difficile, mais je pense qu'on est sur une base de au moins c'est une cinquantaine de personnes qui suivant les projets vont faire du développement. Justement, pour ce chiffre-là, il m'a semblé, en tout cas, on m'a parlé plutôt d'une équipe de 600 personnes sur le service technique. Alors ça c'est un autre oui. Alors je pense que je vois de quoi vous voulez parler. Là on distingue les gens qui travaillent plus en R&D ou en opérationnel et qui vont développer des services. Donc ce sont ceux dont on vous a parlé, et puis le petit exemple du SMS qui coulole là. Et les gens qui sont en charge du support aux abonnés, qu'on appelle le service client ou le service technique suivant la terminologie. Et là, effectivement, c'est des métiers qui sont certes techniques, mais qui sont sans doute pas des métiers auxquels vous vous destinez vous, qui sont plus des métiers d'assistance et de support à l'utilisation. Donc effectivement, l'ordre de grandeur dont vous parlez, c'est proche de la vérité pour les métiers qui sont en support.
Oui, en fait, on est 600 en tout dans notre pôle technique et SI. Effectivement, vous avez 300 personnes qui bossent uniquement sur la partie régie, plateau. On a des collaborateurs qui bossent sur le son, la lumière, la vidéo, etc., qui gèrent intégralement cette activité-là. Et sur une activité comme celle-là, sur 300 personnes, on va avoir 2 tiers à peu près qui vont faire ça et 1 tiers qui vont faire toute la partie infra. Gérer tout ça, c'est énormément de sujets, de réseaux, de systèmes, beaucoup de stockage parce qu'on a des quantités énormes de fichiers qui transitent constamment dans nos infras. Donc là, on va pas du tout avoir de dev, quasiment pas. On va avoir vraiment des métiers d'infra sur cette partie-là. Et les 300 autres personnes à peu près qui bossent chez nous, qui sont plus sur la partie, une fois qu'on a des jolis contenus à l'écran, comment est-ce qu'on les distribue, qui vont faire des plateformes VOD, etc. On a à peu près, encore une fois, une grosse moitié qui bosse uniquement sur des questions d'infra, parce qu'on va avoir besoin de grosses infra pour héberger nos plateformes VOD. Toute la partie dont on vous parlait sur la diffusion, diffuser sur le SAT, diffuser sur la TNT, etc., on a l'impression que c'est beaucoup de broadcast. En fait, maintenant, c'est que de l'IP, même sur la partie satellite. Donc là, à nouveau, on a principalement des métiers d'architectes, de gens qui vont bosser sur nos infras. Et là, on va vraiment trouver les métiers liés au développement, à l'architecture logicielle à proprement parler. Ça va être dans les 2 directions qu'on vous a citées là. Dans une autre direction qu'on a qui bosse sur tous les back-office et donc qui va faire toute la plateforme VOD, qui va faire nos plateformes de services qui travaillent derrière, qui vont faire toutes ces plateformes-là. Et puis après, beaucoup sur la partie décodeur dont on a parlé. Et encore une fois, dans ces directions, on va trouver beaucoup d'infra, faire du contrôle d'accès, c'est tous ces sujets de contrôle d'accès, signalisation. Donc on a, c'est vrai, un gros patchwork de métiers. On va bien au-delà du métier du dev à proprement parler. L'infra, c'est une très grosse partie. Très souvent, on a sur nos collaborateurs des gens à double profil qui connaissent aussi bien la partie audiovisuelle, savoir ce que c'est de faire de la télé, du son, de l'image, et transcrire ça dans plein de sujets de bases de données, de systèmes de stockage, parce que souvent ce qu'on dit chez nous, c'est que on peut très bien être architecte base de données. Par contre, être architecte base de données à la télé, n'importe quel geste qu'on fait assez communément, si on était chez un opérateur télécom, il aura pas la même répercussion quand on fait du live et que du coup, souvent des gestes assez anodins vont avoir des impacts différents. Donc voilà, sur le dev à peu près une 50aine, mais en tout on est effectivement 600 et la diversité des métiers est assez grande. Ouais, désolé, du coup, j'ai répondu complètement à côté de la plaque sur le service technique. Je pensais que vous parliez des métiers d'assistance, mais Anne m'a bien aidé. Et juste pour compléter, sur le distinguo dev versus autres métiers, type métier d'architecture, métier d'infra, pour le coup, les passerelles, elles sont très... la frontière est ténue entre les deux parce que c'est difficile d'avoir une vision pertinente sur des questions d'infra ou d'archi si on n'a pas soi-même mis un peu le nez dedans et pondre un schéma d'archi sur un PowerPoint pour dire voilà, je vais mettre telle brique là et sans jamais avoir touché à ces briques en question, c'est assez peu pertinent. Bonjour. En fait, moi, je participe. Alors, j'ai un problème, je sais pas d'où vient la question. Ici, juste là. Pardon, merci. On dirait Didier Deschamps. En fait, je participe au concours d'innovation proposé par Canal+ Overseas en ce moment. D'accord. Et je me demandais si c'était dans vos projets futurs. Merci. Si c'était dans vos projets futurs d'inclure une API pour faciliter le travail des développeurs. Ouais. Alors justement, c'est une réflexion qu'on a en ce moment. On suit beaucoup tout ce qui se fait dans le domaine de l'open data et de la mise à disposition d'API et d'essayer de fournir en marque blanche entre guillemets les données d'usage et les différents services qu'on exploite à nos fins propres pour créer nos applications, pour que justement des développeurs tiers qui ne sont pas dans Canal ou des startups qui ont envie de proposer des services puissent utiliser ces briques élémentaires pour créer au-dessus de ça des services un peu plus fournis. Alors c'est pas encore le cas, mais on réfléchit à ouvrir un certain nombre de services. Je pense par exemple à la possibilité d'avoir une API pour programmer son décodeur à distance, pour utiliser la fonction de télécommande IP de son décodeur pour pouvoir le commander depuis sa tablette. Ça, c'est des fonctions qu'on a développées mais qu'on s'est réservées entre guillemets pour nous-mêmes. Mais on réfléchit à les ouvrir pour que justement d'autres développeurs qui sont peut-être plus talentueux que nous ou qui ont des meilleures idées que nous puissent enrichir la valeur du service en proposant des applications au-dessus de ça. Et c'est vrai pour les API qui seront exposées. Donc on réfléchit justement auxquelles on pourrait exposer sous quelle forme.
Mais c'est vrai aussi pour les données de consommation et les données d'usage. Concrètement, comme le disait Charline tout à l'heure, on a un service à Canal, enfin un produit à Canal qui s'appelle Eureka, qui est un moteur de recommandation qui est utilisé par nos abonnés pour se voir recommander des contenus en fonction de leur consommation passée. Et typiquement, notre moteur, il est ce qu'il est. Nous, on pense qu'il est bon, mais il a certains biais. En tout cas, il est fait d'une certaine façon que peut-être pour certaines personnes, il ne conviendra pas. Et du coup, la meilleure solution, ce serait de dire votre consommation, c'est la vôtre. C'est vous qui avez regardé les chaînes, c'est vous qui avez consommé tel ou tel programme. L'historique de votre consommation de contenu télé, on la met à disposition, si vous le souhaitez, à un tiers qui, lui, va cruncher ça différemment et va peut-être vous fournir une proposition qui sera meilleure que la nôtre. Et du coup, tout le monde est gagnant parce que Canal, on n'aura pas développé ce service, mais l'abonné sera plus content d'utiliser ce service qui va s'appuyer sur des API et sur l'exposition des données pour créer une vraie valeur ajoutée. Alors, je ne sais pas si c'est au sujet de ces API-là, sur le sujet du match Canal Overseas, mais si c'est sur ce genre d'API que vous travaillez. Non, c'est pas vraiment ça. Mais ça répond à ma question quand même. D'accord. N'hésitez pas si c'est à côté ou si c'est d'autres compléments. Non, c'est carrément ça. D'accord. On a fait le tour de vos questions. N'hésitez pas, profitez-en. Du coup, pour rester assez concret, est-ce que vous pouvez revenir peut-être un petit peu sur les technologies qu'on sera amené à utiliser Alors, plein. Et ça dépend de celles que vous aimez en plus, parce que concrètement, ça dépend du domaine et du service dans lequel on est. Enfin, je ne sais pas si vous avez des idées en tête de services autour desquels vous aimeriez. Donc moi concrètement, j'étais envoyé en VOD, donc ce serait surtout sur le framework qui s'appelle Spray, donc écrit en Scala. Et donc je me doute qu'il y a forcément d'autres choses, quoi. Le moteur, un des moteurs du système de VOD qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle Play, je crois, est aussi écrit en Scala, me semble. Mais alors les technos sont assez vastes et il y a énormément de suivant les types de plateformes et suivant les types de besoins, on est assez opportuniste et justement en ce moment on réfléchit beaucoup. On regarde beaucoup ce qui se fait à droite à gauche sur des nouvelles technos de framework, sur des nouvelles façons d'architecturer les données, sur des nouvelles façons de les cruncher pour justement essayer de challenger nos infra actuels qui, pour la plupart, commencent à dater un peu et s'appuient plus sur des technos un peu plus anciennes qu'on trouve dans les entreprises comme J2E, des genres de choses, quoi. Mais l'idée, c'est que justement toute cette activité d'innovation qu'on essaie de proposer à destination de l'abonné, on l'applique aussi à nous-mêmes en essayant de constamment réfléchir à comment on utilise, quelles sont nos faiblesses en interne et comment on pourrait améliorer la productivité ou l'efficacité des services ou des serveurs ou des applicatifs qui sont développés chez nous. Et on s'interdit pas de regarder toutes les technos possibles. Alors vous donner un listing précis de tous les langages qui sont utilisés chez Canal, je pense que ce serait compliqué, mais on fait énormément de web sur toutes les plateformes. On essaie de converger beaucoup vers le web. Bonjour. Alors moi, il y a 2 mois, j'avais postulé à 2 offres sur le portail carrière de Canal+. Je vais passer le micro. Et je trouvais ça un peu complexe et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de réponse par rapport à ces 2 candidatures. Ouais. Vous tenez les personnes responsables ici, vous pouvez les séquestrer jusqu'à obtenir la réponse. Non, mais c'est marrant parce que c'est justement une réflexion qu'on avait. Tout ça, le type d'école dans lequel on est aujourd'hui, la façon de recruter les gens, tout ça évolue au même rythme que toutes les technos qu'on a vues juste avant. Et justement, les sites institutionnels où la candidature n'est pas forcément faite de la façon dont spontanément vous aimeriez qu'elle soit faite, on y réfléchit aussi. Et concrètement, si vous aviez un reproche à faire ou une critique à faire sur le... Voilà, c'est déjà que ça n'a pas été efficace, donc il n'y a pas eu de réponse. En fait, j'étais un peu perdu dans le site. Il y avait beaucoup de départements, d'entités de Canal+, et on ne savait pas trop où aller. Moi, j'ai vu qu'il y avait à peu près de l'informatique partout.
que ce soit sur Canal+ Overseas, Canal+ VOD, enfin en tous les domaines il y a l'informatique. Du coup j'ai tiré un peu au hasard et enfin j'ai vu des langages qui justement voilà la question que j'allais avoir, c'est la matrice que vous auriez aimé avoir pour pouvoir vous y retrouver. C'est quoi? C'est par langage, par type de service, par je sais pas, nombre d'heures travaillées par jour, par bah déjà par technologie et langage, ça serait déjà bien en termes de visibilité, parce que enfin moi je devais voir offre par offre le type, la description même de l'offre pour voir le langage qui est utilisé, et aussi enfin parfois c'était un peu vague. Enfin il y avait bac+5 informatique, enfin il y avait des descriptions qui étaient c'était un peu par défaut. Tu aurais préféré école 42 Ouais, voilà. On y réfléchira. Non, mais enfin, sans vouloir critiquer, qu'est-ce que vous conseilleriez de faire? Est-ce qu'il y a des endroits où 42 est bienvenu, ou des endroits où c'est même pas la peine? Je vais laisser parler Anne. Je pense qu'elle sera plus pertinente que moi. Oui, à la limite, venez me voir pour me dire exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un... Bon, voilà, hein, comme disait Antoine, c'était pas dans nos habitudes de recrutement jusqu'à assez récemment d'avoir des postes vraiment orientés techniques, et on vient de mettre un coup de braquet il y a 2, 3, 5 ans pour commencer à le faire. Le site RH en général, c'est le dernier qui suit le mouvement, donc c'est rarement qu'on est le plus sexy par rapport à ce qu'on peut proposer à nos abonnés. Après, il faudrait que vous m'expliquiez un peu plus, parce que généralement on répond nous de notre côté à toutes les. Donc si c'est du spontané, si c'est des postes, il faut qu'on regarde plus précisément. En tout cas, on vous laissera nos coordonnées directement à l'issue de la présentation, de façon à ce que vous puissiez directement passer par nous sans avoir l'interface du site pas forcément ni très sexy ni très compréhensible, d'autant que généralement pour tout ce qui est stage, alternance, etc. Et surtout pour les jobs sur du dev, on fait plutôt des sessions de recrutement où on a plusieurs managers qui viennent, qui présentent un peu les sujets sur lesquels ils travaillent. C'est vrai c'est difficile de vous dire sur quel type de techno on est, étant donné que depuis 1984 on a des technos qui perdurent dans la maison, qui sont aussi pas du tout sexy et moches, et dont vous voulez pas que je vous parle, mais malgré tout, on a certains de nos systèmes qui sont encore dans ce type de techno. Moi, je donnerai même pas d'exemple, je crois, on va éviter. Et puis après, on a une plateforme VOD qui date de 2008, donc forcément qu'on a développé dans des trucs un peu plus sympas, et tout ça fait un mix qui fait que franchement on trouve de tout, hein. Vous pouvez même travailler sur des trucs totalement exotiques. On doit avoir ça quelque part dans la maison, mais de préférence, le but c'est de vous mettre sur des choses plutôt sympas, et c'est dans les sessions de recrutement que les managers présentent vraiment pourquoi ils ont choisi tel ou tel framework et pourquoi ils font tel projet dans tel sens, etc. Et donc on fait plutôt de façon collective généralement. Donc vous aurez nos contacts, et à partir de là, n'hésitez pas à nous contacter à l'issue. D'accord, merci. Rebonjour. Non, gardez le micro parce que ça vous en fait. Non, justement, c'est mon quart d'heure. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, première question, vous venez de parler donc session de recrutement. Bon, moi j'ai fait une candidature, donc j'ai reçu une réponse donc pour mercredi. Je voulais savoir si vous en avez d'autres de prévus avant fin juin, par exemple, parce nos stages nous sont censés débuter au plus tôt possible en juillet et au plus tard en septembre. Donc savoir s'il y en avait d'autres. Ouais. On était justement en train de s'en parler, parce que celle de mercredi, du coup, elle est super bookée. On en a 3 autres qui arrivent, mais plutôt prévues pour l'alternance, et donc qui auront lieu en juin. Et on va voir si on peut s'en caser une assez rapidement là sur juin, et du coup vous faire un truc un peu plus spécifique où on vous éviterait, où on vous inviterait, pardon. Non, si vous voulez pas de nous, vous pouvez le dire, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais passer le micro à ma collègue. Tout à fait. C'est l'effet des longs week-ends. Ouais, donc une deuxième question également. Donc je sais que vous avez une antenne donc sur Paris, qui est en 2 sites, et je voulais savoir si vous aviez des antennes en province, parce que j'ai beaucoup de collègues qui aimeraient pouvoir retourner en province pour leur stage. Donc est-ce que chez Canal il y en a ou pas? Non, malheureusement, on est à Issy-les-Moulineaux. Toutes nos structures sont dans ce périmètre. Ok, merci. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a que Junior qui D'autres questions? Pas forcément pour moi, hein, je n'en prends plus, moi.
Si vous avez, voilà, vous aurez nos contacts. Donc de toute façon, faut pas hésiter. Si vous avez un sujet qui vous intéresse plus particulièrement, enfin voilà, et étayez-le en 2-3 lignes, de sorte à ce que soit ces sessions de recrutement, parce que vous êtes ouvert, vous avez plutôt envie de voir tout ce qu'on propose, soit au contraire vous avez un focus assez précis et on sait 2 ou 3 managers à qui on pourrait passer votre CV. Voilà, n'hésitez pas à mettre un peu d'infos sur ce que vous recherchez en priorité, y compris si ça semble un peu fou. On a parfois surtout si ça semble un peu fou. Un dernier point là sur les langages et sur justement les 2 questions sur quels sont les technos et est-ce qu'il serait possible d'avoir le listing des offres plus par langage et par framework pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Comme le disait Anne, contrairement à une startup qui vient de se monter ou qui va être montée par 2 gourous ou 2 ayatollahs de Ruby ou je ne sais quoi qui vont du coup construire toute leur infra là-dessus. Canal, il y a un historique énorme, donc il y a beaucoup de briques qui ont changé et dont les technos ont varié suivant les envies et suivant les modes. Et du coup, ça fait un gros patchwork assez hétérogène. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'un système ou un sous-système est fait aujourd'hui dans un langage donné qu'on n'a pas le droit de repenser ou de critiquer, d'essayer de réfléchir à faire mieux ou différemment en remettant tout à plat et en refaisant ça dans un autre langage avec un autre framework. Si on gagne en efficacité, tout le monde est gagnant. Donc c'est pas parce que forcément sur une offre on va vous dire on cherche un développeur PHP pour faire le front le serveur de tel ou tel applicatif que quelqu'un qui arrivera en disant bah moi je fais du Node, je pense vous pouvez faire beaucoup mieux en Node qu'en PHP. On va pas lui dire bah non désolé, c'est figé. Donc c'est très très flexible. Bon, eh bien merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à venir vers nous. Hein. Voilà, c'est tout, hein, j'ai plus rien à dire. Mais venez nous parler hein, si vous avez des questions plus personnelles ou vous nous y avez pas posé devant tout le monde au micro, on peut y répondre aussi en petit comité. Bon, qui veut dire un mot?